déjà bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter une rétrospective du portrait, déjà d'où ça vient et pourquoi. Après, on parlera du portrait et de ce que ça incombe en studio, le portrait et les alternatives. Et après, on parlera vraiment cette lumière et qu'est-ce que ça peut aider et faire de mettre telle lumière à tel endroit, etc. Donc, tout d'abord, on va faire donc le portrait. La définition, c'est la représentation sculptée, peinte, photographiée de la figure humaine. Alors, c'est le portrait proprement dit. Maintenant, le portrait, comme nous on l'entend aujourd'hui, c'est le portrait, ça peut être un buste, ça peut être même un portrait en plein pied, mais on précise toujours le cadrage. Donc, mais la définition pure, c'est vraiment que le buste en fait. C'est un genre qui est apparu à l'époque des Égyptiens. On a des représentations de l'époque où c'était pas tourné vers le vivant, donc on n'avait pas comme aujourd'hui, on fait pas un portrait pour quelqu'un. Là, on le faisait pour les morts et pour les dieux, vu que les premières représentations étaient dans les tombeaux. Donc ça change la perception du portrait. Le portrait en lui-même, il a pris vraiment sa pleine teneur, tant en peinture, en sculpture et autres, au niveau de la Renaissance. La plus belle représentation qu'on ait à la Renaissance, c'est la Joconde, où on a vraiment du portrait, non plus en aplat, en 2D, mais une représentation quasiment réaliste de la réalité. Chose qui n'était pas le cas avant, vu qu'on faisait soit des profils, soit c'était des assemblages, donc c'était pas très très réaliste. Et tout ça a donné fin 19e, début 20e, ce que Picasso, Matisse et autres, on a rajouté une notion en plus de la représentation, qui est la perception de l'artiste, de ce qu'il fait, donc de la personne, donc la vision qu'il peut en avoir. Donc pour illustrer un petit peu ce dont je parlais, à gauche, c'est une représentation égyptienne. Je crois que c'est Nefertiti à l'époque, la Joconde au centre et un Matisse à droite. Donc on voit quand même trois choses complètement différentes et pourtant c'est du portrait. Donc ça c'est la première chose. Mais le portrait, il y a le portrait et il y a des sous-divisions qui existent. Vous avez déjà vu le portrait qu'on a tous dans la mairie de notre cher président. C'est une commande, c'est un portrait de commande. Donc ça a des attentes, ça a une charte, c'est vraiment avec une structure bien particulière. On a aussi le portrait social que là, tous vous connaissez, et, qui est le portrait que vous allez faire chez le photographe, ou le portrait de famille bien structuré en studio, très joli, mais c'est du portrait social. Le portrait documentaire, c'est tout ce qui est portrait qu'on ne pose pas, qu'on va aller justement chercher sur une scène de vie. À l'époque, les photos des indigènes, c'était souvent ça. Le portrait scientifique, Bertillon. Bertillon a pris la photo comme un moyen de décomposer, justement parce qu'on vous met toujours dans le même cadre et on va analyser justement les yeux, la forme des yeux, le visage. Donc le portrait n'est pas que quelque chose d'artistique, il est aussi scientifique. Et après, on a d'autres sous-genres, le portrait familial, la photo de famille qu'on fait avec nos smartphones et autres. C'est de la photo de vie, mais intime. Le portrait peut se réaliser en studio, à domicile ou en extérieur. Bon, ça, je ne vous apprends pas grand-chose, je pense. Par contre, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un portrait? D'un photographe, d'un appareil photo. Jusque-là, vous me suivez. D'un modèle ou d'une modèle, le soleil ou un flash, ou du moins une source lumineuse qui nous permet de pouvoir créer
justement un portrait avec du relief et donc avec un sens de lecture, un lieu. Mais le plus important, au-delà des 4 points que je viens de citer, c'est ce que l'on veut faire, entre guillemets, transparaître dans ce portrait. Quelle est l'idée de la personne qu'on veut mettre en avant ou dans quel contexte. Et de là découle ce qu'on appelle les sets de lumière qui nous permettent de pouvoir nous dire, bah voilà, je veux quelqu'un qui soit très, très massif. Comment je vais l'éclairer pour que j'ai ce rendu-là? Donc ça sera les sets de lumière qu'on va aborder. Avant de parler des sets purement, il y a un point que j'ai oublié de noter dans la présentation. Dans le portrait, il y a la partie technique, il y a la partie lumière, mais il y a la partie relationnelle. Le portrait, moi, comme je le fais en studio, au-delà de la demande de réaliser un joli portrait, j'ai besoin de connaître mon modèle. Et inversement, le modèle a besoin d'avoir confiance en moi. Et ça, c'est primordial. C'est là où on voit que votre portrait, il vit, il a une âme d'un portrait qui est purement... qui a été structuré, mais où la personne en face, elle ne vous renvoie rien. Dans les yeux, il n'y a rien, même dans la gestuelle. Et ça, j'en vois trop souvent des photos où je me dis, la photo est belle, mais le modèle, il ne me donne rien. J'accroche pas, quoi. Donc, ne pas oublier de discuter, dialoguer avec votre ou vos modèles que vous allez photographier, c'est de savoir les raisons de ce qui l'amène à vouloir faire des photos, peut-être même la relation que vous pouvez avoir et ce que ça peut lui apporter. Donc, c'est rien de compromettant, hein, mais juste que parfois certaines personnes viennent avec l'envie de faire une belle photo de famille et au sein de la séance, vous allez voir qu'il y a des petites tensions et donc vous allez pouvoir réajuster ça de la façon dont vous allez les faire poser vos modèles. Et ça, moi, le plus grand truc qui m'a fait plaisir après une séance où je voyais des tensions, je les ai fait poser, je les ai fait agencer, etc., c'est que quand ils sont venus voir les photos, ils m'ont dit « c'est bien, on est parti, on s'est engueulé. » Mais 2 jours après, on a apaisé la chose parce que du fait qu'on s'est engueulé, on a enlevé les tensions et dans les photos, ça se voyait, sauf à la fin, où on sentait qu'il y avait une ouverture. Donc, c'est aussi ça notre rôle de photographe, c'est d'apporter du lien. Et le lien dans le sens photographe, modèle, photographe. Donc pour revenir aux 7 lumières, on a 4 grands schémas. Vous avez tous déjà entendu ces noms de 7. Là, je vais parler avec une seule lumière. Avec une seule lumière, on peut faire un butterfly, on peut faire une loupe, on peut faire un Rembrandt ou un split. Ouais, j'aime bien beaucoup le retour. Oui, t'inquiète pas, on va décomposer pour savoir à quoi ça correspond. T'inquiète pas. Donc, comme je disais, la différence de ces 4 modes d'éclairage, c'est le placement de la source de lumière, la key light, ou la lumière principale en français. Et ça, c'est sans que le modèle ne bouge. On va avoir 4 sets de lumière différents sans que votre modèle ne bouge. Il y a juste la lumière à pousser en fait devant jusqu'à 45, genre 90. Après, peut-être agrémenter la lumière de remplissage qui est un fil pour, entre guillemets, plus ou moins donner de la dureté à votre lumière ou de la douceur dans vos ombres. Donc, ça, je vais l'expliquer là. Donc, voilà les 4. On a donc en haut à gauche le butterfly, en haut à droite la loupe, le Rembrandt en bas à gauche et en bas à droite le split. Tous avec Clint Eastwood à plusieurs moments. Oui.
Comme ça, on ne change pas de modèle, on ne se dit pas « Ah, je me suis fait avoir, il est plus beau à ce moment-là, c'est un modèle super. » Non, c'est le même. Donc, pour le coup, on va commencer par le butterfly. Quelle est l'incidence et comment ça se place? Le butterfly, donc papillon, c'est pour un style soit glamour, soit rétro. Là, en l'occurrence, c'est rétro sur cette photo-là. Il est beaucoup plus flatteur pour les personnes qui sont âgées, du moins qui ont des rides plus ou moins prononcées. Ben non, mais il faut être sincère. Il y a des sets de lumière qui sont plus ou moins sympas. Si tu es jeune, tu peux te permettre à peu près tout. Quand tu es un peu plus vieille, eh ben, tu commences à te dire « Bon, alors, je vais m'éclairer de cette manière-là pour pas que mes petites ridules que j'ai là soient plus ou moins prononcées. » Donc voilà, c'est un set de lumière, le papillon, qui souligne les fossettes, mais qui va atténuer toutes les aspérités de votre visage, vu qu'elles vont être remplies de lumière. Et ça, c'est top. Donc comme vous pouvez le voir, en principe, la lumière est en face de moi, un peu plus haute. Ce qui va me créer en fait sous le nez cet effet de papillon. Je vous montrerai sur une autre photo qui est plus... La loupe, alors la loupe, il y en a certains qui vous diront « Ouais, ça n'existe pas. » Si, c'est tendancieux parce que ça peut, quand elle est mal faite, c'est un Rembrandt. Parce que la loupe, c'est... Est-ce que je vais arriver à le faire sans me voir? Grosso modo, je devrais avoir une petite marque une ombre qui descend, mais qui ne va pas jusqu'à celle que j'ai là. Et c'est ça la loupe. C'est imaginez une gouttelette au bord du nez, c'est pareil. Sauf que c'est une gouttelette d'ombre. Donc, pourquoi on l'utilise celle-là? Tout simplement pour donner une dynamique à votre image, qu'elle soit moins plate globalement et que ça donne un sens de lecture pour celui ou celle qui va regarder la photo, sans pour autant donner trop de drama. Parce que là, quand vous regardez la photo, mon Clint Eastwood, il est sérieux, mais il n'est pas ténébreux. Je vais venir sur la photo qui est suivante, où on a le Rembrandt. Alors là, je ne veux pas dire, mais Clint, là d'un coup, il en impose. Il y a un côté drama avec son chapeau qui, en plus, porte une ombre au niveau des yeux. Ça changerait la donne si on enlevait le chapeau, parce qu'on verrait mieux ses yeux, donc l'impact dans les yeux. Le Rembrandt, lui, il est appelé ainsi parce que Rembrandt était un peintre qui utilisait cette lumière-là, cette façon d'éclairer dans ses toiles, ses sujets ou les différentes personnes, ce qui fait qu'on lui a donné à ce set de lumière le nom de Rembrandt. Et le Rembrandt, en fait, c'est une loupe, mais plus loin, ce qui fait que si je suis comme ça, en principe, je ne devrais pas être trop mal. Je devrais avoir l'ombre qui se porte et toujours mon triangle. Ce qui va créer mon triangle de lumière au niveau de l'œil. Et c'est ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'un Rembrandt, c'est le triangle. Triangle de lumière sur la joue opposée où vous avez la lumière qui arrive. Et si je veux l'atténuer, juste, c'est une petite astuce, c'est cadeau. Je fais juste ça. Voilà. Donc je vais pouvoir l'atténuer ou l'augmenter sans pour autant rajouter une deuxième source lumineuse. Oui, en fait, j'ai ma lumière. Il faut que mon triangle de lumière soit créé ici. Si je me mets en face, je ne l'aurai jamais. Si je me mets... Alors, vous ne le verrez pas parce que je ne suis pas du bon sens. Attends. Hop. Voilà. Je peux le créer de l'autre côté. Voilà. En fait,
il faut imaginer qu'un Rembrandt, c'est 45 degrés, 45 à 50. Ça dépend, je vais être dur, ça dépend le nez. Le nez. Vous avez un nez plus grand ou plus petit, vous arriverez plus ou moins à le faire. Pour ceux qui ont des capes, hein, pour reprendre une célèbre, ça marche très très bien et très rapidement. Donc, d'où le côté très drama, très sombre, beaucoup plus. Ça renforce la présence d'une personne, mais ça augmente aussi les ridules, donc tout ce qui est aspérité. Et alors, celui qui, pour le coup, faut pas le faire quand on a un problème avec son âge, c'est le split. Le split, c'est. Voilà. Là, tu te dis, ça remplit plus les poches des cernes, ça remplit plus rien. Par contre, ça augmente tout. Tu as une ancienne cicatrice qui se voit pas quand on te voit normalement. Ben là, avec le split, tu es sûr à 200% que ça se verra. Après, il y a des splits qui sont super jolis, qui vont très bien aux femmes. Parce que vous, les femmes, n'aimez pas, entre guillemets, amplifier votre âge. Cependant, ça peut être le cas. Non, ça peut ne pas être une amplification de votre âge ou de ce côté très drama en mettant un remplissage. Si je me mets là et que je viens juste faire ça, ça fait moins dur. Et selon comment on est habillé, ça peut vraiment être top top. J'en ai une de photo plus loin. Voilà. Photo en haut à gauche, on va voir si vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on a? En haut à gauche? C'est un Rembrandt. Parce que si je viens, hop, le triangle il est là. Et là, ça ne finit pas. Par contre, là, j'ai une petite loupe, elle est là. Elle est pas trop prononcée. Bon, il faut savoir que c'est une photo pour une entrepreneuse, donc je ne vais pas me permettre de trop charger les contrastes. Donc, et en bas, on retrouve, voilà, tac. Là, c'est vraiment un split. Même s'il n'est pas autant marqué, du fait que je renvoie de la lumière venant de sa gauche. Mais c'est un vrai split. Alors là, je vous montre juste deux sets lumières qui existent et qui sont en principe équivalents. C'est les mêmes positionnements, les mêmes lumières, sauf que sur celui de gauche, vous avez un flash à l'arrière, un flash devant. C'est un éclairage à 3 points. C'est ce qu'on appelle un éclairage à 3 points. Parce que celle qui est derrière, qui est là, celle qui est là va faire le détourage de la personne. Celle qui est devant fait le visage, et là, placé comme ça fera un Rembrandt. Et ça va venir éclairer le fond pour éviter que le fond soit trop noir et donc que la personne elle se fonde là, au niveau des cheveux dans le fond. Le schéma qui est à droite, qui est celui-là, c'est la même chose, sauf que, alors je vais peut-être aller un peu trop loin, mais sur les modeleurs, quand on modèle la lumière à partir des flashs, suivant certains modeleurs, on va avoir plus ou moins de douceur. Si vous voulez quelque chose de doux pour éclairer la personne, que ça ne soit pas trop franche, vous savez que vous ayez alors, est-ce que je l'ai là? Ouais, c'est pas assez. Je vais essayer de voir sur la... Non. Ah si. Regardez la photo de Clint. Au niveau de ses cheveux, bon, il a les cheveux blancs, soit, mais sur l'extérieur, l'éclairage est dur. Il est vraiment fort. On le détourne bien là du fond. Ça, c'est fait avec un flash. Contrairement
à ce qui est fait là. Encore que, non, je dis une bêtise parce qu'il n'y a pas de renvoi là, sur celle-là. Celle en bas à gauche, il y a un renvoi, mais juste avec un réflecteur. Réflecteur, pour ceux qui... Vous savez tous de quoi je parle? Ok, bon. Le réflecteur, en fait, du fait que ce n'est pas une source qui renvoie, disons, qui émet, elle n'est que en renvoi de lumière, de cette boîte-là, ça sera beaucoup plus doux. Ça permettra à ceux qui ont des cheveux blancs de pas, que ça ne soit pas pointé du doigt. Ça sera beaucoup plus doux que si c'était la même chose avec un flash. Je voulais juste vous montrer deux sets différents là. À gauche, on a ce qu'on appelle, non, à droite, on a ce qu'on appelle un double split. Vous avez peut-être déjà vu, c'est souvent utilisé en mode de lumière. Et en fait, au centre, on a un trait noir, un dégradé noir. C'est sympa pour, entre guillemets, donner de la dynamique à votre image pour quelqu'un qui a un visage asymétrique. Ça permet de pouvoir éviter d'avoir des déformations. Si vous avez un visage qui est plus proéminent à droite qu'à gauche, cet éclairage-là, il est fait pour ça. C'est pour éviter que la personne bloque sur son visage. Il le sait déjà, donc pas besoin d'en rajouter. Et celui à gauche, pour le coup, c'est juste un éclairage à 2 points avec une seule lumière. Pour ça qu'une seule lumière, on peut créer jusqu'à 3 lumières en réalité avec une seule source. Ça ne dépend que des positionnements des renvois. Voilà, donc ça c'était pour la partie lumière et set de lumière. S'il y a des questions, je suis prêt à écouter. Sinon, on fera une pause et on attaquera la partie après vraiment. Moi, j'ai peut-être une question. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir tel ou tel set? Tu vois avec la personne avant ou c'est la personne qui te dit moi je voudrais ça ou tu improvises? J'improvise. Ouais, ça m'arrive d'improviser. Mais non, souvent, en fait, c'est suivant ce que la personne va me dire. Déjà, si elle vient seule, donc pour du portrait pur et dur, je vais essayer de comprendre quelle est sa démarche. S'il vient parce que, comme là j'avais, c'est une maquilleuse qui a besoin de photos, donc c'est du professionnel pur et dur, je ne vais pas lui proposer quelque chose de ultra créatif, des sets où tu as un renvoi de lumière jaune d'un côté, du bleu à gauche, avec justement quelque chose de très créatif. Parce que, elle va devoir le montrer à d'autres entrepreneurs, donc si ça ressemble au clown, ça ne va pas le faire pour une maquilleuse. Elle va vouloir quelque chose qui est classe, donc on va essayer de rester sur des sets simples, 2 sources, pas plus. Maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui vient parce qu'elle veut faire de la photo pour elle, parce qu'elle a un besoin, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Je vais souvent en fait, demander quels sont les points sur lesquels elle bloque sur son anatomie, ou même des points internes, style je me sens moins apte à me montrer entre guillemets en pleine lumière, à être sur le devant, comme je suis là. Je préfère être en retrait, je suis plutôt un orateur passif qu'un orateur actif. Là, pour le coup, je vais utiliser quasi 80% une seule lumière, avec juste un renvoi. Pour que, déjà, le fait qu'il n'y ait qu'une seule lumière, c'est moins agressif pour elle. Vu qu'elle n'est pas forcément en confiance totale,
elle a besoin que ça ne soit pas trop agressif aussi pour elle. Premièrement. Deuxièmement, elle me dit, moi je suis à l'aise, c'est la fête, j'ai envie de quelque chose qui me met en valeur, mais différemment de ce que les gens me perçoivent. Alors, pendant 2 secondes, j'ai besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Et je me dis, bah là, on va être créatif sur le moment. Donc, je vais lui demander ses couleurs. Qu'est-ce qu'elle aime comme couleur? Qu'est-ce qu'elle aime comme passion type sportive? Parce que les passions et les couleurs permettent de déterminer si on va pouvoir rajouter des fonds colorés. Est-ce que je vais la mettre en situation, donc pas forcément du statique, donc et donc je vais affiner aussi ma lumière pour qu'elle puisse me permettre de pouvoir faire je vais danser, etc. pour donner de la dynamique dans mon image et dans son image à elle, parce que c'est ce pourquoi elle vient me voir. Donc là, pour le coup, je vais mettre de la lumière latérale et une lumière de remplissage par derrière. Parce qu'à ce moment-là, c'est le set lumière qui ira le mieux pour sa demande. Après, je vais affiner. Est-ce que je rajoute une gélatine rouge, une gélatine verte? Voilà. Tout ça, je vais le voir avec elle et sur son ressenti. Je montre toujours, entre guillemets, un cul de boîtier sur la première photo ou la deuxième photo que je fais avec elle pour voir si je ne me suis pas trompé dans la compréhension de son attente. Voilà. Donc, il n'y a pas de set écrit, sauf quand je sais ce que la personne est déjà venue me voir, on a déjà discuté, donc j'ai pu déjà analyser sa demande et lui proposer directement un set qui est déjà placé. Donc je gagne du temps, je vais aller plus vite. Mais la plupart du temps, dans toutes mes séances, il y a un coup de folie à un moment où c'est souvent dans les 10 dernières minutes, je lui dis à lui, parce que là je parle beaucoup avec des femmes, mais j'ai des hommes qui viennent aussi au studio, bien heureusement. Je prends 5 à 10 minutes où je lui dis, bah, tu me fais confiance? Souvent, la réponse est oui, si j'ai bien fait mon job. Et là, on est parti pour 5 minutes où je vais tester un set d'éclairage que j'ai pensé tout au long de ma séance et je me dis, ça irait bien. On va sortir des conventions, je vais aller à l'encontre de certains sets d'éclairage que j'ai présentés là. Et soit ça passe, soit ça rend bien et ça plaît aussi à mon client. Soit il n'aime pas, mais par contre, moi, j'ai adhéré, je lui demande juste son avis, comme quoi je puisse utiliser cette image pour montrer à d'autres. Voilà. Donc, c'est avec l'expérience que vous saurez si je mets tel ou tel set, est-ce que je mets un butterfly, est-ce que je mets ça. Mais c'est surtout de connaître la personne que vous avez en face. Parce que plus vous connaissez votre modèle, plus vous savez qu'est-ce qui va lui aller, entre guillemets. Et n'hésitez pas entre guillemets, à venir placer votre modèle, à venir lui dire, voilà, moi en lui demandant bien sûr son avis, hein, est-ce que je peux te toucher, mais voilà, souvent, nos modèles ne comprennent pas toujours ce qu'on veut leur faire faire. Donc, leur montrer ou prendre la pose à leur place en se disant, voilà, tu vois, c'est à peu près ça que je voudrais. Et là, ça permet de pouvoir gagner 5 à 10 minutes sur une séance ou même sur une photo. Parce que sur une séance photo, je mets 1 heure et quart de séance pure et dure. Et j'ai 35 minutes de dialogue avec le café et mon modèle ou ma cliente. Voilà. Pas de questions? Moi, je pense qu'il y a une question qui... Excuse-moi, mais Oui. je pense à votre place. J'imagine que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter des éclairages, tout ça, donc dire qu'on n'est pas forcément obligé de mettre des 100 et des 1000 quand des choses. Complètement. Faut savoir que là, on parlait de photos de studio, mais les mêmes techniques s'appliquent en extérieur. Hein.
c'est pas parce que vous n'avez pas de flash ou même en extérieur qu'on ne peut pas recréer 2 à 3 sources lumineuses. Ce que je vous ai montré tout bêtement, ça, la main, je vais me mettre là. Voilà. C'est un réflecteur naturel, les mains. Le mur, un mur, vous vous rapprochez, vous en voyez plein, je suis sûr, des photos comme ça. Vous avez la nénette qui est comme ça, ou le mec qui est en mode comme ça, et adossé. Pourquoi? Parce que le soleil va sûrement arriver de ce côté-là. Et pour éviter que j'ai une face qui est complètement noire, eh ben, je vais me rapprocher du mur. Plus je me rapproche, plus je vais avoir du renvoi de lumière. Donc plus je vais avoir une deuxième source qui va m'éclairer. Après, c'est votre œil. Plus vous regarderez comment la lumière elle se pose, elle se renvoie. C'est vrai qu'un mur n'a pas le même coefficient de réflexion qu'une paroi en verre. Une paroi en verre, c'est quasiment du 1 pour 1. 1 mètre, ça tape dessus, ça va renvoyer sur 1 mètre. Un mur, c'est plutôt 20 cm. Donc, ah oui, alors, non, mais alors, si tu prends le mur noir, genre, si je me rapprochais de la toile qui est là, 0 en termes de renvoi. Je le montrerai tout à l'heure avec le flash que j'utilise là-bas. Je tape directement dans le rideau. En termes de retour sur mes cheveux, j'ai quasiment rien. Ouais, déjà. Mais me fais pas complexer, mes cheveux sont là. Donc, et puis, il y a une chose à savoir, c'est que je vais quand même aller le chercher. Ceci est un réflecteur, mais on peut faire un réflecteur avec du papier alu. Hein. Juste pour information, c'est pas parce que là il est tout beau, tout lisse, tout. Oui, bon, tout lisse. Ouais, on repassera. Hein. Mais il y a plein de choses qui peuvent être utilisées pour vous faire des sources lumineuses. Si certains étaient là, je pense une bonne partie, pour le light painting, parce que j'ai vu que vous aviez vu cette partie-là, vous vous rendez compte que c'est avec une lumière toute simple qu'il arrive à écrire, à créer. Donc si lui arrive à faire ça avec ces photos-là, vous, avec le soleil, devrez arriver à faire quelque chose pour faire de belles photos. Voilà. Est-ce que vous nous présentez un peu ton travail? Oui. Bon, donc moi c'est Studio Blasco. Je suis artisan photographe, donc c'est important, le artisan, parce que ça c'est ma tête avec des cheveux. Donc j'ai 33 ans, je suis un pur provençal. Avant d'être photographe, j'étais pas camionneur, mais j'ai fait en fait un BTS audiovisuel. Donc j'étais déjà dans l'image, j'étais caméraman et technicien pour le PAF, le paysage audiovisuel français. Pour juste montrer rapidement pour qui j'ai bossé, hein, à peu près tout le monde. Je suis parti en Nouvelle-Zélande pour vous savez, les rugbymen. C'était sympa. Je suis situé à Carpentras. Si vous voulez venir faire un tour, voir un studio de 75 mètres carrés. Voilà ce que je fais en temps normal. Je fais de la princesse, je fais de la grossesse, je fais donc l'entrepreneur, je fais de la mode, je fais du bébé. Parce que tout commence quand on est bébé et on finit quand on est... Ouais, non. Non, je dirais plus, c'est quand on est vieux et qu'on fait une belle photo de famille avec toutes les strates, qu'on a 3 ou 4 générations. Ça, c'est de la belle photo. Parce que vous pouvez la mettre sur un mur. C'est important.
N'oubliez pas, transmission. Donc de la princesse, du mariage, bien que ça soit pas, j'en fais pas tant que ça. Hein, c'est pas ce que j'adore faire. Par contre, la grossesse, oui. Donc ça, c'est pour me contacter, mais je vais juste vous montrer autre chose. Voilà. C'est une photo qui m'a pris 10 minutes. Mais c'est une photo qui a été primée. Donc c'est une photo, si vous voulez aller voir, ça vous payerez rien. Vous allez à l'Hôtel d'Europe. Et c'est en fait la vision inversée du bas vers le haut. Je suis par terre, j'ai un temps de pause qui doit être de l'ordre de la seconde et demie pour avoir justement ce rendu-là. Parce que une belle photo, c'est pas parce qu'on a un bel appareil qu'on fait une belle photo. C'est l'œil qui permet de faire tout. Et après, il y a les copains qui vous amènent de la lumière, qui vous tiennent des trucs, parce que vous n'êtes pas avec 4 bras, pas encore, pas que je sache. J'aimerais bien. Mais voilà, les plus belles photos sont souvent les plus simples, simples à voir, mais à réaliser les plus complexes. Voilà. Donc là, vous êtes allongé au sol, sur le sol et... Je suis comme ça. Hop. Comme ça. C'est ça. Et il faut savoir que pour avoir cet alignement-là, c'est au millimètre près. Parce que sinon, vous avez pas ce renvoi qui tourne tel le serpent qui arrive jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y aura une prochaine photo qui sera primée, mais ça, je la montrerai quand j'aurai eu les résultats. Voilà. Par par des meilleurs ouvriers de France. En fait, on a 6 meilleurs ouvriers de France en photographie actuellement. La photo que je vous présente là a été jugée par 3, à ce qu'on appelle le QEP, Qualified European Photographer. Et donc ils sont 3 en France, mais il y en a 6 en Europe, donc qui ont jaugé la photo. Donc faites des concours si vous aimez les challenges. Si vous n'aimez pas les challenges, c'est difficile, on ne réussit pas la première fois. J'ai essayé plusieurs fois, beaucoup de fois. Et juste une dernière chose, une photo qui me tient à cœur. Là. Question ? On va voir un peu. Quelle est la difficulté de cette photo-là ? Pas sur la partie éclairage. Hein ? Le papa fait 2 mètres. Le petit fait 1m20. La maman fait 1m45, non 1m50. Ah oui, parce que là, elle est... Tu vois pas le sol. Moi, je sais où est-ce qu'il est le sol. Oui, il y avait des sols. Voilà. La photo, si je l'avais fait sans agencer de cette manière-là, elle ressemblerait à rien. Donc, c'est ça. Mais, tu rigoles, j'y ai pensé, mais je me suis dit que ça faisait trop moyen. Donc, résultat, oui, un beau portrait de famille repose sur l'agencement. J'ai essayé, il atteignait le haut de... Mais j'ai quand même essayé. De temps en temps, on teste. Hein. On n'est pas infaillible. C'est vrai que le petit, c'était Joe. Et monsieur le grand, c'était
Et quand je disais que le portrait, suivant ce qu'on veut rendre comme dynamique, Ah ouais. J'ai l'impression que c'est 3 portraits de professionnels différents. Sauf que la jeune femme qui est là peut se permettre du violet, elle est assistante maths. Bon, responsable dans la structure. Il n'est pas tout jeune. Pour autant, on est sur un éclairage à la Rembrandt avec un bon remplissage là où il y a mon triangle. Parce que sinon, il ferait trop vieux. Donc comme quoi, on peut aller à l'envers des sets de lumière à condition de savoir. De l'avoir testé ou de savoir avant de prendre la photo. Et parce que c'est un dirigeant qui a du punch, et bien là, on a une belle loupe. Voilà, donc c'est 3 personnes différentes, 3 éclairages différents, 3 rendus différents. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus sur ce point-là.